je suis désolé, on est quand même confronté là à un problème majeur, puisqu'en fait, nous avons entre 8 et 10 millions de musulmans en France. Donc j'entends parfois la comparaison avec les Juifs il y a un siècle, comme l'a fait notamment Éric Zemmour hier. Bon, les Juifs, il y a 2 siècles, ils représentaient 30 000 personnes. Là, on est en train de parler d'une communauté qui avoisine les 10 millions de personnes, donc c'est presque un peuple dans le peuple, en tout cas pour ceux qui continuent à pratiquer un islam qui est un islam à la fois religieux et politique. Et donc effectivement, nous devons avoir un projet de loi et des mesures à la hauteur, si vous voulez, de ce problème. On a quand même eu un certain nombre de choses qui se sont passées en France, qui ne sont pas des moindres, qui émanent toujours de la même religion, puisque l'islam, c'est la seule religion au nom de laquelle, en France, on tue et des gens sont tués. Alors j'entends les discours qui consistent à dire mais il faut pas, c'est pas l'islam, etc. N'empêche que c'est au nom de l'islam que tout ça que le Bataclan est arrivé, que les attentats de 2015, qu'encore Samuel Paty, le professeur qui a été décapité. Donc il fallait effectivement prendre une mesure. Alors je suis heureux qu'enfin le gouvernement se réveille sur la réalité du problème. Emmanuel Macron a dit j'ai dit les mots, en parlant de séparatisme, comme si c'était un bouleversement révolutionnaire dans son esprit que de juste dire la réalité que perçoivent l'ensemble des Français depuis des années. Mais je crains que ça ne prenne pas exactement la mesure du problème. Sur l'envoilement des fillettes, par exemple, est-ce qu'on imagine qu'une communauté catholique extrémiste veuille habiller leurs petites filles comme des carmélites? Imaginez la réaction de la société. On aurait immédiatement pointé du doigt cette communauté et on aurait enlevé les gosses à cette communauté en disant ils sont en train de les endoctriner. Là, pour le voilement des fillettes, il n'y a rien. L'amendement proposé par Aurore Berger a été rejeté. Un point parmi d'autres, on aura l'occasion de parler du reste. Mais voyez, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais ça n'est absolument pas à la hauteur et à la mesure du problème. La deuxième chose, c'est que sur ce plateau, il y a quelques mois, nous avions un débat autour des frontières. Et vous avez moqué à l'époque ma position quand je vous disais qu'il fallait effectivement fermer les frontières pour protéger la France d'un certain nombre de risques liés à l'épidémie. Vous m'aviez dit non, le virus, il n'a pas de passeport. Enfin, non, vous m'aviez récité les points. En effet, c'était pas. Non, vous m'aviez sorti les poncifs habituels du style le virus n'a pas de passeport, etc. Et je vous avais dit le virus voyage avec les gens. Donc effectivement, si les mouvements, on ne peut pas dire à l'intérieur que les contacts sociaux favorisent le virus et les contacts sociaux vis-à-vis de l'étranger n'ont aucun impact. Parce qu'à un moment, il faut être cohérent. Si effectivement le mélange des personnes favorise l'expansion de la pandémie, effectivement, ceux qui viennent de l'étranger le favorisent tout autant. On parle d'un vrai... Si je peux jamais répondre... Si, je vais vous laisser répondre, mais on parle du variant brésilien et du variant sud-africain. Expliquez-moi pourquoi tous les jours, des avions en provenance de ces pays déversent des passagers, d'accord, dont les contrôles sont quand même assez faibles, avec le risque que cela emporte. Parce qu'il y a un logiciel idéologique qu'à un moment, il va falloir abandonner. Il faut arrêter de penser qu'on fait comme les autres. Maintenant, il est vrai que sur les frontières, je me souviens très bien de ce débat, je disais ce n'est pas la solution. Et c'est vrai, je le pense toujours qu'à elle seule, ce n'est pas la solution. D'ailleurs, il y a des pays qui ont fermé les frontières, les États-Unis, le Japon, c'est eux qui ont les taux les plus forts de contamination. Pas le Japon. Le Japon, 30 000 cas par jour. 30 000 aujourd'hui. Donc ne me dites pas non. Eh bien, pourtant, oui. 000, madame, c'est pas 30 000. Hein. Dans quelques minutes, on va poursuivre, au Japon, s'il vous plaît, à ce qu'on vient d'entendre de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui nous le disait, je vous le disais tout à l'heure, les anti-musulmans électoralistes contre les défenseurs de la laïcité. Jean Messia. C'est quand même extraordinaire qu'il nous parle des défenseurs de la laïcité pour défendre... l'islam radical, d'une certaine façon, ou le séparatisme de manière générale. Là, il défend l'islam radical quand il dit ça. Je pense qu'il a effectivement un électorat qui est ce qu'il est, puisqu'on sait très bien que l'électorat de la France insoumise s'est rabougri autour d'une ligne islamo-gauchiste, indigéniste, décoloniale, etc. Et donc, effectivement... Jean-Luc Mélenchon est sur le fil du rasoir parce qu'il ne peut pas non plus se mettre à dos son électorat. Oui, mais je crois que déjà, si vous voulez, la République française, parce qu'il faut la qualifier, la République, ce n'est pas un concept qui vient de la planète Mars, elle est enracinée dans la France. La République française doit d'abord dire ce qu'elle est elle-même. D'accord ? Il faut qu'on se définisse, nous, de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas.
Et à partir du moment où nous nous définissons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous donnons corps à notre identité nationale, qui, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, n'est pas une identité plurielle. Moi, je ne me sens pas pluriel, je me sens français. Même avec un hologramme, je reste français, d'accord ? Eh bien, tant qu'on ne dit pas ce qu'est être français, on ne peut pas effectivement demander aux autres de se définir eux-mêmes par rapport à la France. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est il y a un travail qui est engagé, monsieur l'islam Messier, sunnite, notamment le travail de mémoire, le travail sur la décolonisation, sur la façon dont on rend hommage à certains événements qui ont fait la France. Mais d'accord, mais ça, si vous voulez, on ne définit pas la France en prétendant que aux Olympiades de l'horreur historique, la France a été sur la première place du podium, d'accord ? Alors on parle de la colonisation, de l'esclavage, de l'antisémitisme. Il faut arrêter avec ça. Quand on se définit, on essaye de grâce de se définir positivement et de donner envie d'aimer la France avec des épisodes positifs. Uniquement un discours victimaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'islam de France... Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette partie. L'islam sunnite est un islam extrêmement décentralisé. Il n'y a pas de clergé. Donc en fait... s'associe à ce texte qui voudra. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le chiisme, par exemple, ou le judaïsme, ou le christianisme. Ce sont des religions avec un clergé. Vous négociez avec le sommet de la pyramide et ensuite la décision se traduit sur l'ensemble, je dirais, de l'organisation. L'islam sunnite, ce n'est pas ça. Vous pouvez négocier avec 36 000 imams. Eh bien, effectivement, ça ne représentera que les 36 000 imams. Ça ne représentera pas les centaines d'autres milliers d'imams qu'il y a. Et ce sera... Puis il y a le symbole, et puis il y a le symbole aussi. Monsieur Fleureau, vous savez très bien, on a eu des lois organiques sur la sécurité intérieure, plusieurs, qui sont toutes aussi contraignantes et sévères les unes que les autres. Ça n'empêche pas l'explosion de la délinquance et de la criminalité, parce qu'une chose est de faire des lois, après vous avez des juges qui les appliquent, vous avez des situations sur le terrain, vous avez la chaîne pénale qu'il faut effectivement rationaliser, et vous voyez bien que c'est pas parce qu'une loi peut être très sévère que derrière elle impacte positivement le réel, ça se saurait sinon. Bon, je vous lance la question tout d'abord. Est-ce que vous avez compris quelque chose exactement ? Je crois que ça feuilletonne au niveau des masques, parce que c'est pas la première fois qu'on entend des injonctions contradictoires, ou en tout cas des nouveautés qui apparaissent comme ça. Enfin, il y a quelques mois, on se souvient que sur la base des mêmes scientifiques, on nous disait que les masques étaient totalement inutiles, ensuite qu'ils étaient indispensables. Maintenant que le principe du masque est acté, c'est surtout sur le type de masque qu'on va discuter. Je crois qu'il faut arrêter avec ce cirque, quoi. Enfin, ce principe de précaution. Enfin, l'étape d'après, c'est quoi ? On va nous demander de mettre des masques à gaz, des scaphandres. Enfin, il faut vivre avec ce. Voilà. On ne saurait pas les utiliser. Je pense qu'effectivement, on est, comme le président de la République d'ailleurs avait pu le dire il y a quelques mois, on est en guerre. Mais en fait, il faut pas être gouverné dans une guerre avec un esprit vichiste. Or, j'ai l'impression, si vous voulez, que face au virus, face à cette pandémie entre guillemets, parce qu'on parle de pandémie, d'épidémie, c'est quand même pas la peste noire ou le choléra. Enfin, voilà, le taux de mortalité n'est pas le même, le taux de contagion n'est pas le même, la dangerosité n'est pas la même non plus. Donc, il ne faut pas adopter, si vous voulez, une forme de renoncement qui consiste à chaque fois à aller dans le sens de la dangerosité par une espèce d'application d'un principe de précaution totalement délirant, parce que, voilà, sinon, on sacrifie toute la vie pour essayer de la sauver, ce qui est quand même un paradoxe extraordinaire. Les variants, on ne va pas en manquer. Donc si à chaque fois, si vous voulez, qu'il va y avoir un variant, on va prendre des mesures encore plus restrictives, allant dans le sens d'un cadenassage... Qu'est-ce qu'on dirait s'ils ne le faisaient pas, finalement ? Non, mais en fait, ils le font, effectivement, parce qu'ils craignent une pluie de procès. Ce qui gouverne l'action gouvernementale, c'est pas tant la protection de la France et des Français que la crainte de procès en incompétence, ou en tout cas en mièvrerie dans l'action par rapport au virus. C'est ça qui gouverne. Or, moi, je crois qu'il faut ouvrir tout de suite. Nous avons un protocole, effectivement, de gestes, les gestes barrières, les masques, si vous voulez, le lavage de mains, etc., la distanciation sociale. Donc, il faut maintenant arrêter avec ce cirque et tout ouvrir en respectant drastiquement le protocole sanitaire qui est appliqué partout. On va en parler de la prise de rendez-vous. Je ne sais pas, je fais un rapide sondage autour de la table. Si vous avez essayé de prendre rendez-vous pour un proche ces dernières heures ou le week-end dernier... J'ai pas réussi. Hein. Moi, je l'ai fait sur Doctolib. Votre confrère Pascal Praud, lundi matin, a appelé le numéro en question. En direct. Et il n'a pas réussi, j'imagine. Et il n'a pas réussi. Il y a eu un disque. Il veuillez rappeler ultérieurement, toutes les lignes sont occupées. En France, on vaccine effectivement entre 250 000 et 300 000 personnes par semaine. En Grande-Bretagne, c'est 1,2 million. Donc effectivement, on peut toujours pérorer et gloser sur les raisons du manque, mais il faut remonter à la source. Pourquoi, effectivement, en France,
on a moins la possibilité de vacciner qu'ailleurs, notamment en Grande-Bretagne, qui n'a pas fait partie des commandes groupées européennes, oui, exactement, mais même Israël. Oui, mais parce que ils ont démarré un petit peu plus tôt. Ils ont acheté 4 fois plus cher le vaccin. Il y a deux choses qui sont extraordinaires. La première, c'est qu'effectivement, la France s'en est totalement remis à la négociation européenne en pensant que c'était effectivement la panacée, alors que les autres ont joué le jeu européen, mais ont aussi joué un jeu national pour se couvrir, chose qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Et en plus, effectivement, dans le grand marché mondial, quand tout le monde a besoin de la même chose au même moment, faut payer le prix. Donc en négociant à la baisse les prix, l'Union européenne a en quelque sorte organisé la pénurie. Le mimétisme est quelque chose d'assez classique dans les crises internationales. Vous voyez, c'est pas parce que tous les pays font la même chose. C'est pas parce que tous les pays font la même chose au même moment que c'est exact. Enfin, je suis économiste, j'ai étudié de près la crise de 29. Tous les pays avaient adopté des politiques restrictives au lendemain de la crise de 29 en pensant que c'était la panacée pour contrecarrer les effets de la crise. Ça a donné effectivement l'ascension du nazisme en Allemagne. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que tout le monde fait la même chose que c'est vrai. Je pense qu'en fait, il y a une espèce d'application de ce que l'économie appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire, vous savez, quand le syndrome hollandais, c'est quand apparaît une source de matières premières nouvelles, toute l'économie va se diriger pour l'exploitation de cette ressource nouvelle. Sauf que là, c'est négatif. C'est-à-dire, il y a eu la pandémie du Covid qui est en train, en fait, d'assécher l'ensemble de l'activité sur notre territoire, qu'elle soit d'ailleurs une activité sociale, une activité économique. Il y a également une réorientation de l'activité hospitalière elle-même vers les traitements de Covid. Donc ça peut aussi se faire au détriment d'autres maladies à soigner. Donc moi je crois qu'il faut sortir de ce syndrome. Moi j'attends, sur les stations de ski, j'attends juste qu'on me dise une seule explication rationnelle à la fermeture des stations de ski. Quand on voit que dans les aéroports, dans les avions, les gens sont entassés dans les files pour peser leurs bagages, les gens sont entassés dans les avions, y compris d'ailleurs des avions qui veulent être rentables, donc qui ne respectent pas nécessairement les distanciations sociales à l'intérieur de la cabine, eh bien moi je ne comprends pas pourquoi c'est possible quand il s'agit de l'étranger, c'est-à-dire des relations que nous avons vers l'étranger, d'accord, comme si c'était sacralisé, qu'on pouvait toucher à rien s'agissant de la sacro-sainte ouverture des frontières et de la sacro-sainte libre circulation, libre-échange, etc. Mais quand il s'agit de la France, on devient subitement très malthusien, très idéologue, y compris dans des domaines où, encore une fois, rien ne justifie un tel cadenassage. C'est suicidaire. Hein. Que vous dites, on instille le doute, etc. Les gens doutent, mais attendez, mais la communication gouvernementale depuis le début, c'est elle qui a instillé le doute. Quand vous avez des injonctions contradictoires depuis le début de la crise, où les masques étaient tantôt nécessaires, tantôt pas nécessaires, où le confinement était nécessaire, tantôt pas nécessaire, où on fait un couvre-feu, mais on le met à 20h, et puis à 18h, et peut-être demain, il y aura à nouveau un confinement. Quand même, c'est la réalité. Et ailleurs, c'est la même chose. Oui, mais au début, le gouvernement disait que les masques n'étaient pas du tout nécessaires, qu'il ne fallait pas en acheter, qu'il ne fallait pas en mettre, et que c'était par les scientifiques sur les c'était plateaux probablement aussi. Même contre-productif de les mettre, alors que c'était un mensonge absolu. Donc quand on a passé des mois à mentir et à dire des choses contraires à la réalité, sous couvert des phares avenants de la science et de la médecine, il faut un peu d'humilité par rapport aux craintes que ça suscite chez les Français. Ensuite, parce que les Français sont quand même récipiendaires de votre communication depuis le début. Il n'y a pas d'amnésie, si vous voulez. Les gens se rappellent. Vous ne pourrez pas gérer les accidents qui sont beaucoup plus nombreux en période de ski, etc. Et c'était aussi un des éléments qui faisait que voilà, il fallait pas. Donc il y avait en effet le fait de se regrouper dans des endroits restreints, les hôtels, les restaurants, etc. Mais il y avait aussi le fait que les hôpitaux de province étaient saturés près des stations de ski. Comment on fait pour les entreprises ? Je ne dis pas que c'est pas grave, j'en ai bien conscience. C'est comme c'est grave pour tous les restaurants, c'est comme tous les restaurateurs, comme tous les. Mais ils mangent dehors. Est-ce que finalement c'est des arbitrages ? Est-ce que finalement c'est des arbitrages ? Non mais d'accord, mais enfin si vous voulez, moi je veux tout ce qu'on veut, si vous voulez, mais à un moment, encore une fois, il faut être cohérent. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mélanger les gens dans les écoles, mélanger les gens dans les entreprises, mélanger les gens dans les avions, mélanger les gens dans les aéroports et venir nous expliquer que si vous allez au théâtre, par exemple, ce mélange-là, lui, est plus contaminant. Enfin, à un moment, faut dire les choses, que c'est à devenir fou, en fait, ces injonctions contradictoires. Et cette absence de cohérence, ça rend une absence de lisibilité de la politique gouvernementale. Et effectivement, quand quelque chose n'est pas lisible, elle ne devient pas crédible. Et quand elle n'est pas crédible, elle n'est pas acceptable.